Et nous, on continue en entrevue avec Julie Benoît, qui est conférencière pour la soirée parents dans le cadre du symposium organisé par le consortium Centre Jules Léger. Bonjour, Madame Benoît. Bon matin. Bon matin. Et vous allez parler d'une soirée que vous êtes la conférencière, donc la soirée pour parents. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette soirée? On va parler de quel sujet, justement? En fait, c'est un symposium qui est organisé par le consortium du Centre Jules Léger. Et ça s'adresse vraiment à des professionnels en éducation qui travaillent avec des élèves qui ont des besoins particuliers. Mais le 11 mai, parce que le symposium est du 11 au 13 mai, mais le 11 mai, c'est une soirée parents. Donc, c'est vraiment moi qui va accueillir les parents. Et en fait, l'idée, c'est d'outiller les parents. Quand on a un enfant qui présente des besoins particuliers, comment est-ce que je deviens un ambassadeur pour mon enfant? Comment est-ce que je défonce des portes? Comment est-ce que je vais chercher des services? Donc, on va vraiment parler de comment on soutient, comment on devient un ambassadeur, comment est-ce qu'on fait valoir les droits de nos enfants qui ont des besoins particuliers, comment on travaille en collaboration avec différents professionnels pour s'assurer du bien-être de notre enfant et s'assurer qu'il s'épanouisse aussi dans son milieu éducatif. Donc, ça va être vraiment ça, le thème de ma conférence. Comme je disais tantôt, c'est le 11 mai. C'est gratuit pour les parents. Toutefois, l'inscription est requise. Donc, vous pouvez vous rendre au ccjl.ca. Tous les détails sont là. Puis, pour les ateliers du 12 et 13 mai qui s'adressent aux professionnels, ça aussi, l'inscription est requise et il y a des frais d'inscription. Et à quel point ça peut représenter un défi pour les parents d'avoir un enfant avec des besoins particuliers? Ben, je pense que ça dépend de la zone du confort du parent, mais ça représente un défi dans le sens que, puis tu sais, moi je le vis, je suis une professionnelle dans le domaine de l'éducation, mais je suis aussi une maman qui a un enfant à besoin particulier, puis des fois on travaille avec des professionnels, puis c'est pas toujours facile parce qu'on veut faire confiance aux professionnels avec qui on collabore, mais des fois on voit pas les choses de la même façon. On n'a pas la même compréhension des difficultés de notre enfant, puis on se sent des fois intimidé par les professionnels avec qui on travaille. Donc, je pense que c'est important de se développer ce sentiment de compétence parentale-là, d'être capable de faire valoir notre point de vue quand on n'est pas d'accord avec certaines interventions ou certaines façons de faire, mais aussi comment est-ce que je communique avec eux ces insatisfactions-là, comment est-ce que je peux rester en collaboration avec eux, mais aussi que mon point de vue soit entendu en tant que parent, parce que le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant. Alors, tu sais, il faut qu'on travaille en collaboration avec les professionnels, mais c'est pas toujours facile. Et vous devez en voir, justement, on parlait de taux de tolérance du parent, vous devez en voir, justement, des parents qui arrivent, parce que, bon, c'est l'arrivée d'un enfant, c'est beau, c'est joyeux, mais quand on découvre qu'il y a des besoins particuliers, il y a certains parents qui peuvent se sentir dépassés par les événements. Est-ce que vous en voyez, justement, dans votre pratique, qui disent, je sais plus quoi faire? Beaucoup de parents qui se sentent dépassés, mais je vous dirais que le sentiment qui prime chez les parents, c'est le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que mon enfant est différent? Je comprends pas. La grossesse s'est bien passée. Il n'y a pas d'historique dans ma famille. Comment les gens vont me percevoir? Et tout le deuil qu'on doit vivre par rapport à j'aime pas le mot normalité, là, mais le deuil de pas avoir un enfant neurotypique qui se développe comme les autres. Il y a toute cette partie de deuil-là aussi qui est à vivre. Donc, tu sais, ça l'amène le parent, oui, à se sentir coupable, mais aussi à vivre un deuil de l'enfant neurotypique qu'il aurait peut-être souhaité avoir. Mais il y a d'autres parents, tu sais, moi, c'était le contraire. J'étais tellement soulagée d'avoir le diagnostic de ma fille parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis, je me suis dit, je suis chanceuse, moi, de pouvoir vivre ça dans ma vie parce que ma fille, c'est une petite perle précieuse. Donc, tu sais, ça dépend de ta zone de confort aussi par rapport à tout ce qui est les besoins spéciaux. Est-ce que vous étiez une professionnelle avant d'avoir votre fille avec des besoins particuliers? Oui, puis en fait, j'ai travaillé longtemps aussi comme éducatrice et intervenante auprès d'enfants qui avaient des besoins particuliers. Ouais. Donc, vous aviez déjà une bonne base en étant professionnel, mais est-ce que justement vous avez découvert, comme on dit, les parents sont peut-être pas d'accord avec certains professionnels avec qui on consulte et compagnie. Est-ce que vous avez vécu ce genre de choses-là au niveau même personnel? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, moi, j'étais de l'autre côté avant. Tu sais, je parlais avec des parents, des fois, qui n'étaient pas d'accord avec certaines stratégies. Puis,
C'est sûr que j'avais des outils pour travailler avec les professionnels, mais en même temps, quand on le vit comme parent, c'est tellement différent. Puis je dis souvent à mes étudiantes, parce que moi, je suis professeure à la CITO dans le programme éducation service à l'enfance, je dis souvent à mes étudiantes, je me trouvais une bonne éducatrice, je me trouvais une bonne intervenante quand j'étais sur le marché du travail. Mais maintenant que je suis maman d'une enfant qui a des besoins particuliers, je suis pas sûre que j'étais si bonne que ça finalement. Je dis ça à la blague, là, mais le côté parent, ça t'amène à avoir une autre perspective que tu voyais pas avant en tant qu'intervenant. Et là, vous allez justement rencontrer ces nouveaux parents-là, de nouveaux, des anciens, mais on parlait de deuil tantôt. Oui. Et puis, souvent, c'est il y a un petit deuil à faire que pour certains enfants, j'imagine, ils ne quitteront pas la maison. Et puis là, les parents vont dire, moi, je vieillis. Qui va prendre soin de mon enfant dans 15, 20, 30 ans? Oui. Vous devez en voir aussi de ça, là, que les gens se demandent qu'est-ce qui va arriver pour le futur. Oui, puis tu sais, c'est toute la notion de comment est-ce que je peux outiller mon enfant pour quand je serai plus là, c'est qui les personnes clés et c'est quoi les ressources clés aussi. Puis il y a plusieurs ressources qui peuvent venir en aide. T'sais. L'avantage qu'on a d'être en 2022, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire au niveau des ressources, mais en 2022, on a beaucoup plus de ressources maintenant qu'on en avait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, l'avenir de nos enfants qui ont des besoins particuliers. Puis, tu sais, on parle de besoins particuliers, mais il faut pas nécessairement avoir un enfant qui a... ça peut être un enfant qui présente un TDAH, un trouble d'apprentissage. C'est pas nécessairement là, ce qu'on va voir un enfant qui est en fauteuil roulant et puis qui a une déficience intellectuelle profonde. Un besoin particulier, ça peut être aussi léger qu'un trouble d'apprentissage, mais c'est d'outiller notre enfant puis d'outiller notre entourage pour quand on sera plus là. Ça, on le fait avec nos enfants neurotypiques de toute façon. On leur donne des ailes pour qu'ils apprennent à voler avec. Oui, c'est juste des ailes différentes finalement qu'il faut leur donner. C'est ça. Il faut s'assurer qu'il y ait un suivi, justement. Puis là, le suivi est difficile. Quand on passe à l'âge adulte, souvent le suivi tombe. On se consacre beaucoup aux enfants, mais à l'âge adulte, on les laisse souvent voler de leurs propres ailes. On en voit que... Tout à fait. Mais tu sais, on a des enfants neurotypiques à 35 ans, sont encore chez leurs parents, alors... J'en connais. Des tanguis, ça existe. C'est pas juste pour les enfants qui ont des besoins particuliers qui restent longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va avoir justement cette conférence-là. Est-ce qu'elle va être aussi virtuelle ou elle est seulement en présentiel? Oui, merci de le préciser. Effectivement, ça va être une conférence virtuelle uniquement. Ah, d'accord. Donc, oui, puis comme je disais tantôt, tous les détails sont sur le site web ccjl.ca. Et le 11 mai, c'est à quelle heure? C'est à 18h30. Parfait, on va être là si les parents veulent se connecter. C'est l'avantage du virtuel maintenant. On peut se connecter dans le confort de son foyer et puis on peut aller voir des excellentes conférences. Merci beaucoup, Julie Benoît, d'avoir été avec nous aujourd'hui.